Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant l'éveil spirituel, ou plus exactement les états d'unité ou d'ouverture. En effet, on entend beaucoup parler d'éveil, de spiritualité, de tous ces termes, et c'est difficile finalement de savoir à quoi on se réfère, et je trouvais intéressant de faire une petite vidéo pour expliquer un peu plus en détail ma propre expérience que j'ai faite il y a une vingtaine d'années déjà, le temps passe vite, concernant un état d'ouverture, un état d'éveil spirituel. Voilà. Je fais la différence entre être éveillé et avoir connu un épisode, une expérience d'éveil, d'ouverture ou d'unité. Pour moi, c'est la même chose. Être éveillé, c'est être conscient au quotidien du monde qui nous environne, qui nous entoure, du monde dans lequel on évolue, euh, des machinations politiques à une échelle internationale, nationale, être conscient de, je sais pas, de la relation que j'entretiens dans mon univers amical, professionnel, être conscient de tout ce qui est des interactions, de tous les enjeux que ça peut susciter, être conscient de ma façon de consommer, être en conscience par rapport à ma façon de m'alimenter. Voilà, pour moi, ça, c'est être conscient, être éveillé, être sur un chemin spirituel, sur un parcours aussi, bien évidemment. Voilà, ça englobe toutes ces notions-là. Et la différence avec une expérience d'éveil. Comme son nom l'indique, une expérience, bah, il y a un début et il y a une fin. L'expérience que j'ai vécue pour ma part, et je vais la relater parce que je trouve dommage finalement de ne pas avoir plus de témoignages au sujet de ces états de conscience. Beaucoup de gens en parlent, mais finalement on a très peu de cas concrets et précis. Euh, donc voilà, pour ma part, il y a une vingtaine d'années, ça a commencé comme ça. J'étais en vacances dans le sud de la France, chez ma maman. J'avais 23 ans à l'époque. Et une amie d'enfance vient me rejoindre sur mon lieu de vacances, donc chez ma mère, passer quelques jours. Et la veille de son départ, me propose de partir en boîte de nuit. Bizarrement, elle comme moi, on n'aimait pas ça. On n'aime toujours pas d'ailleurs. Mais elle me dit, bah, allez, viens, on sort ce soir, demain je repars, viens, on va faire la fête. Je dis, bah, c'est bizarre parce que t'aimes pas ça d'habitude, c'est pas trop ta tasse de thé. Et elle a insisté, et bon, j'ai fini par la suivre. Donc nous voilà partis. On reste, allez, 15-20 minutes à tout casser, peut-être une demi-heure. Et on décide de partir parce qu'en effet, ça ne nous plaisait pas. Sur la route du retour, on rencontre sur le parking que l'on était en train de traverser un certain Bertrand accompagné de son frère Rémi et d'un ami à eux, Pascal, qui viennent gentiment vers nous pour nous demander si on connaît une adresse où faire la fête. Eux aussi, ils se retrouvaient, apparemment, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ils avaient envie de faire la fête. Et on leur dit qu'on en sort à l'instant, mais on les accompagne, on accepte de les accompagner de nouveau dans la boîte d'où on venait. Alors, ils n'étaient pas du tout en mode drague, hein, c'était très sympa, très fraternel, très cool, très amical en tout cas comme prise de contact, on va dire. Alors, il y a un truc que j'ai pas précisé, mais qui a quand même son importance dans l'histoire, c'est que moi, à ce moment-là où ils nous abordent juste pour nous demander où aller, je suis prise par un coup de foudre, littéral, total, absolu. Voilà, je suis foudroyée en deux. Le ciel s'abat sur moi, je sais plus qui je suis, d'où je viens, où je crèche, je sais plus rien. Complètement sous le choc en fait, choquée de cette rencontre. Donc heureusement que Eve, mon amie, faisait la conversation parce que moi on aurait cru une poule qui a perdu son œuf. J'étais incapable d'en placer une, faire une phrase, aligner trois mots, j'en étais absolument incapable.
Donc voilà, et puis on finit par prendre congé d'eux au bout d'un petit moment. On n'est pas resté très longtemps ensemble, peut-être une petite heure. Bah, vu qu'Ève était la seule à parler, forcément il arrive un moment où bah, ça tourne en boucle. Donc on s'en va, et sur la route du retour, je n'ai de cesse de répéter à mon ami, tu te rends pas compte, c'est l'homme de ma vie, j'ai quelque chose à vivre avec lui, j'en suis sûre. Et je sais pas d'où il est, qui il est, même j'ai pas son nom de famille. Elle me dit oui, t'as rien, même pas son téléphone, enfin une adresse, rien. Je n'avais rien. Je savais juste qu'il s'appelait Bertrand, qu'il revenait d'un long voyage en Amérique du Sud, qu'il était hébergé chez ses parents dans un petit village à côté d'Albi, et point à la ligne, j'en savais pas plus sur lui. Donc ça fait light, hein, ça fait pas beaucoup pour retrouver quelqu'un. L'été se termine, donc là j'ai rencontré Bertrand fin juillet. Arrivé fin août, une autre amie vient me rejoindre sur mon lieu de vacances, me propose, on va à la plage en fait un après-midi toutes les deux. On se fait aborder par deux jeunes garçons, dont un avec qui j'ai une relation, je sors avec. Bon, je tiens à préciser que j'avais 23 ans, ça peut paraître un peu léger comme ça, mais en effet, c'est un âge où on expérimente les choses et je regrette pas toutes ces expériences. Bien que ça puisse donner un petit côté léger à mon histoire. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai une relation avec ce garçon, Salvador. L'été se termine, lui vivait dans le sud, moi j'étais étudiante à Lille, je retourne à Lille faire mes études, c'était donc la rentrée scolaire. Salvador, une quinzaine de jours après s'être quitté, me contacte, me disant écoute, mi-septembre, dans 15 jours, il y a la Technoparade à Paris. Est-ce que tu veux venir me rejoindre? Je monte avec des amis et on va faire la fête. Est-ce que ça te dit de venir? Bah ouais, ok. Donc me voilà partie rejoindre Salvador pour passer un week-end à Paris avec lui. On se prend la tête, je sais pas, rien à voir, rien à se dire, c'était un peu la cata, mais vraiment, c'était plutôt pesant même comme retrouvaille. Euh, le samedi soir, il me propose de le suivre, lui et ses amis, sur un bateau à Paris, une péniche sur laquelle il y avait une soirée. Donc je décide d'aller avec eux. Il y avait une queue de, je sais pas, à peu près 1 heure. C'était noir de monde. J'ai cru que le bateau phare, c'était au bateau phare en fait que c'était, allait couler sous l'eau, tellement c'était blindé de chez blindé. On rentre paisiblement sur cette péniche, on était tous serrés comme des sardines, c'était la foire aux bestiaux là-dedans. Euh, on va au bar commander une boisson, on se prend la tête, et là je me retourne et je tombe nez à nez sur Bertrand. Incroyable, mais vrai. Il me reconnaît de suite, vient vers moi, me dit Claire, on s'est vu cet été, t'étais avec ton amie Ève, je me souviens bien. Ah, super, excellent. Bah attends, donne-moi ton numéro de téléphone, je te donne le mien en échange, et comme ça, on se perd pas de vue, et voilà. Je vais rejoindre mes amis, à plus, quoi, si on se recroise. Dis, bon, on s'appelle bientôt. Bon, ok, sympa, quoi, le gars. Je sais pas, ça marche. Le lendemain, je ramène Salvador à la gare. Euh, on- Mon téléphone, au moment où Salvador monte dans le train, mon téléphone sonne. C'était donc Bertrand au téléphone qui me dit être en compagnie d'amis à moi. D'amis à moi. Je savais comment c'est possible. Je dis, bah, tu croiras jamais. En fait, je suis à Bastille en train de boire un verre dans un bar. Et la table à côté de moi s'est mise à parler de l'an. Et en fait, il se souvenait, parce que c'est l'été où on s'était vu avec Eve et lui et ses potes, on avait parlé de là où on venait les uns les autres. Il se souvenait qu'on venait de Lens. Du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis retournée, je leur ai dit ah, j'ai rencontré deux filles cet été qui viennent de Lens, elles s'appellent Eve et Claire, et tout de suite, les deux m'ont dit que vous étiez potes et que vous vous connaissiez. Et donc, il me dit leur prénom, et me les passe au téléphone, puisqu'il était au téléphone avec eux, et en effet, c'était des potes à moi. Incroyable.
me propose qu'on se rejoigne dans la journée pour prendre un café, chose que l'on fait. Moi, j'avais le cœur, le palpitant à blinde, les mains moites à plus en pouvoir. Enfin, j'étais dans tous mes états. On se retrouve, on boit un café. J'arrive quand même à faire 3-4 phrases pour pas passer pour une idiote plus que je ne suis. Sympa, le feeling passe toujours aussi bien. Et puis on se quitte, il me ramène au métro. Lui partait gare Montparnasse pour retrouver son sud-ouest dans lequel il vivait. Et moi je retournais à Lille, là où je faisais mes études. Sans suivi de longues conversations téléphoniques entre nous par la suite, puisqu'on s'appelait régulièrement, si c'est pas tous les jours, et ça a duré des heures. Mais ça pouvait durer 2, 3 heures, 4 heures. Une fois, je me souviens que ça a duré une nuit entière. Enfin voilà, c'était plusieurs heures passées au téléphone avec plein de choses à se dire, alors qu'en fait, on se connaissait pas. On s'était vu 1 heure euh, l'été avec mon ami dans le sud de la France. Et on s'était revu 1 heure à Paris. En fait, de visu, concrètement, on s'était vu 2 heures. Donc autant dire qu'on se connaissait pas. Et encore 2 heures, la première fois, je parlais pas, c'était QF qui parlait. La deuxième, ça avait même pas duré 1 heure. Le café qu'on avait pris à Paris, ça avait duré peut-être 15-20 minutes, parce qu'on était pressés et on avait nos trains à prendre. Donc c'était quand même assez surprenant de passer autant de temps avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors c'était d'une fluidité, d'une évidence, tellement de choses à se dire, tellement de choses à échanger, c'était assez incroyable et tellement agréable aussi par la même occasion. Et un jour, il m'appelle pour me dire qu'il partait une semaine ou 2 après au Népal pour 6 mois. J'étais dégoûtée, mais, mais c'est ok quoi. Et entre-temps, j'ai eu le temps comment dire, d'éveiller l'amour en moi, de le faire grandir en fait. Je suis tombée amoureuse de cet homme. Nos longues conversations, nos longs échanges téléphoniques ont largement contribué à faire grandir, à faire croître cet amour qui était à l'intérieur de moi. Et comme je ne pouvais pas le voir, puisque la distance géographique entre nous ne nous le permettait pas, j'ai commencé à ressentir le besoin de méditer et de revenir à moi, à mon centre, à cet amour grandissant à l'intérieur. Je sentais que c'était de plus en plus grand, et de plus en plus fort, et de plus en plus puissant, et de plus en plus beau. Et c'était tellement beau que j'avais envie de me nourrir de ça et de revenir à la source. En fait, la source, c'était à l'intérieur de moi. Et comme j'avais pas la possibilité de le voir, bah, j'avais pas d'autre solution que de revenir à moi, en fait. Et c'est ce que j'ai fait, mais spontanément. Vraiment, intuitivement parlant, j'ai eu ce besoin de revenir à mon centre. Donc je méditais, je prenais des bougies chauffe-plat, j'inspirais la lumière. En inspirant la lumière, je me nourrissais encore plus de cet amour que je ressentais. Et je le faisais grandir, je lui donnais d'autant plus de place. Et sur l'expiration, j'imaginais une fumée noire, comme si je me nettoyais, je me dégageais de toutes mes ombres, de toutes mes parts négatives qui sommeillaient en moi. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais en train de faire un travail énergétique assez conséquent, surtout assorti d'un amour qui était en train de naître, qui était d'une force et d'une puissance hallucinante. Quand je parle d'amour, je parle d'un amour à un certain niveau, quoi. C'est pas c'est du high level, c'est-à-dire un amour très intense. Je parle d'intensité, je parle de passion, de quelque chose de passionnel. Je parle d'un amour vibrant, je parle d'un amour difficilement. Enfin, il n'y a pas trop. Ça va au-delà de l'amour amoureux. C'est parti d'un amour amoureux, et plus je méditais, plus ça prenait une dimension, une vastitude, une ampleur, une force, une puissance. Je parle d'un amour inébranlable, cosmique, universel, total, absolu, divin, puissant, intense, vibrant, passionné, quelque chose de waouh, un gros waouh, un choc, quoi, quelque chose qui explose à l'intérieur. Et waouh, c'est assez fou, quoi. Donc, voilà, donc je suis pas en train de parler d'une amourette ou quoi d'été, de passage, non. Je parle vraiment de quelque chose qui m'a impacté émotionnellement très très fort.
Donc j'ai commencé à méditer, à ressentir ce besoin. Et puis j'accompagnais mes méditations finalement de chants sacrés ou de musique qui, moi, me touchait. Je me souviens avoir beaucoup écouté la bande originale du film Himalaya, l'enfance d'un chef de Bruno Coulet, si je ne veux pas dire de bêtises, qui était constitué de chants tibétains associés à des polyphonies corses. Et c'était ce genre de musique poignante en fait qui venait accompagner et qui venait se mettre en synchronicité, qui faisait miroir avec l'émotion qui était à l'intérieur de moi. En fait, écouter ça, j'arrivais à une forme de yoga dévotionnel, du bhakti yoga, mais tout ça, je l'ai compris bien après. Et en fait, j'étais dans la dévotion de l'amour que je ressentais à l'intérieur de moi, tout simplement. J'étais tellement heureuse, joyeuse de connaître une telle beauté, une telle magnificence, une telle pureté, une telle expérience que ça me mettait dans une joie mais infinie, c'était incroyable. Donc j'écoutais des musiques comme ça, je me souviens avoir écouté Lorena McKennitt que j'adorais, ou encore Lisa Gérard aussi. C'était des chants grégoriens, enfin voilà, des choses qui me prenaient vraiment aux tripes. Donc j'ai associé mes méditations à ça, et plus je méditais là-dessus, et plus l'amour prenait une dimension universelle. C'est simple, c'est passé d'un amour interpersonnel entre deux êtres, moi et Bertrand, à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, et j'ai commencé à sentir l'unité, à sentir en fait la dissolution de l'ego. Alors, entendons-nous bien, quand je parle de dissolution de l'ego, il n'est pas question de ne plus savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on crèche, ce qu'on fait, qui sont nos parents, la ville d'où nous sommes originaires, ou je ne sais quoi. Hein. Je savais tout à fait qui j'étais, mon identité, mon âge. J'avais pas perdu la tête. Quand je parle de dissolution de l'ego, c'est-à-dire que ma petite personne, mon personnage, ma personnalité, le moi-je, auquel on s'identifie constamment, sous la naissance, l'ampleur, la puissance, l'intensité de cet amour qui était à l'intérieur de moi, c'est dissous. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne me touchait parce que je n'étais touchée que par cette grâce. Cet amour prenait une telle place à l'intérieur de moi qu'il n'y avait plus de place pour le reste en fait. Il n'y a plus de place pour le reste. Le moi-je, face à toute cette ampleur, cette grandeur, s'éteint de lui-même. C'est comme si ça consumait le moi-je, en fait. Le moi-je, il n'a plus aucun intérêt face à ça. Ça, en fait, c'est tellement énorme, c'est un tel joyau, c'est une chose qui est très difficilement explicable. J'ai beaucoup de mal à définir par des mots, parce que ça dépasse tout entendement et toute référence concrète, incarnée, enfin, matérielle, de 3D, je sais pas comment dire. D'expérience humaine, que c'est difficile d'y mettre un terme précis, exact pour comprendre. Mais en gros, voilà, c'était complètement fou et l'ego n'avait plus de place. C'est-à-dire que je crois que j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui m'insulte, qui me manque de respect, Je crois que ça m'aurait coulé dessus en fait. On aurait pu je sais pas, me voler, c'est pareil, ça m'aurait rien fait. On aurait pu, ouais, je sais pas, me casser quelque chose. Bon, j'ai jamais été très matérialiste, alors donc là encore moins, pour le coup. Enfin, voilà, juste pour dire à quel point, voilà, la dissolution de l'ego, c'est ça, c'est que plus rien ne me touchait personnellement. Dans le mal, en tout cas, dans tout ce qu'il y a de négatif. Dans tout ce qu'on pourrait se représenter de négatif, ou qui pourrait atteindre l'ego, justement, la personne, le personnage, la personnalité. Et ben voilà, j'étais tellement amour, je n'étais que ça, et l'amour était en moi, j'étais en lui, on ne faisait qu'un, que bah, y a plus de place pour le reste. En fait, la dissolution de l'ego, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai vécu pour ma part. Les jours ont suivi, j'étais toujours baignée par cette grâce et cette béatitude. C'est absolument merveilleux, c'est magnifique d'avoir la chance de vivre une telle expérience, c'est assez incroyable pour pas dire complètement fou.
Les jours qui ont suivi, j'ai été invitée à manger chez une amie qui vivait en face de chez moi, donc dans la même rue, l'immeuble en face. On se voyait par la fenêtre, je me souviens, on faisait coucou. Et un soir, elle me dit, viens manger à la maison. Donc j'ai un pote qui est là, elle me dit, ok, donc je suis descendue, je suis arrivée chez elle. On a mangé et son ami qui était là m'écoute parler d'amour. En fait, je ne parlais que de ça. Et puis rien n'avait d'autre. Rien d'autre n'avait intérêt à mes yeux, en fait. Le seul intérêt que je trouvais dans l'existence, c'était de parler de ce qui coulait en moi, de cette unité, de ce sentiment de paix, de joie intense, d'amour cosmique, universel, inébranlable, total, absolu. C'était tel en fait comme expérience que je ne pouvais parler que de ça, je n'étais que ça, je n'étais rien d'autre, donc je n'avais pas parlé d'autre chose. J'avais ce besoin de le partager, de le faire vivre, de le vibrer, j'étais en congruence, hein. La congruence, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Là, j'étais complètement en accord entre ce que je disais, ce que je faisais et ce que je pensais. Le copain de mon ami qui s'appelait Yovan a été assez troublé par tout ce que je pouvais dire et ce qui émanait de moi, hein, sur un plan énergétique. Ça vibrait fort. Il a capté ça et il était chez elle pour plusieurs jours. Le lendemain, donc on se quitte, on va s'asseoir ensemble, je rentre chez moi. Le lendemain, décide. Non, je décide de rien du tout. Le lendemain, je rentre chez moi. J'étais partie, je sais plus, bref, je rentre chez moi et je vois Yovan en train d'attendre le retour de ma copine qui était toujours pas rentrée chez elle. Il n'avait pas les clés. Et venir vers moi et me dire, ah Claire, t'es là, super, je suis à la porte. Cécile, elle n'est pas encore rentrée. Est-ce que ça te dérange pas si je monte chez toi en attendant son retour? Je dis, bah non, pas du tout. Donc il monte, on discute, plein de choses à partager, à se raconter, à se dire, une connexion évidente, une symbiose invraisemblable. C'était d'une fluidité incroyable. Et le Yovan en question, c'est pas péjoratif quand je dis le, hein. Euh, Pas du tout. Euh, Finit par m'avouer être sous le charme. Alors moi j'étais d'autant plus étonnée que j'étais à fond sur... Enfin, j'avais commencé cet éveil par un amour amoureux envers Bertrand, qui lui entre-temps était parti au Népal, avec qui j'avais eu aucune relation, mais qui m'avait permis d'éveiller cet amour à l'intérieur de moi. Donc en fait, maintenant, j'étais plus amoureuse de Bertrand, j'étais amoureuse de tout, donc de Yovan aussi, de tout le monde. Je me souviens aller dans le métro et je faisais des câlins aux SDF. Les SDF, ils hallucinaient, c'était bizarre. Alors tous les gens étaient pressés à pas les regarder, à pas les voir, à pas leur parler. Moi, au contraire, j'étais censée aller en cours et plutôt que d'aller en cours, j'en voyais pas l'intérêt. Je préférais donner de l'amour aux gens qui en avaient besoin et que je voyais sur ma route. Mais quand je parle d'illumination, j'étais complètement illuminée, hein. Une expérience d'éveil, c'est une illumination. C'est pas pour rien qu'on emploie ce terme-là, j'étais illuminée. Euh, Yovan, on finit par avoir une relation gentillette, hein, lui et moi. En fait, c'était tellement intense, l'énergie était tellement forte et puissante qu'on n'arrivait pas à aller au-delà d'un simple baiser, d'un effleurement, d'une caresse. C'était très romantique, sans vouloir que ça le soit. C'était très pur, quoi, très innocent, très pur, très pur, c'est le terme en fait. Un simple effleurement, un simple regard nous permettait de rentrer dans un espace-temps hors de tout, qui nous permettait d'avoir une communication qui allait au-delà du mental, qui était purement sensitive. Ça passait par le regard, ça passait par un toucher. Le simple fait de se regarder, on savait le message qu'on était en train de se faire passer, lui et moi, puisqu'après on se disait, tu viens de me dire ça, oui, c'est ce que je t'ai dit, de par le regard que j'ai échangé avec toi. C'était assez fou en fait. Alors, bien là longtemps après, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le tantra, j'ai compris que j'ai vécu un éveil sauvage, accidentel, et que ces états de conscience nous font décupler nos sens.
Et les tantriques passent par le corps et ont compris notamment que l'éveil des sens est la porte ouverte vers une dimension beaucoup plus vaste. Et en effet, j'ai expérimenté ça. Tout passait par les sens. J'écoutais des musiques dévotionnelles, des musiques qui venaient m'impacter émotionnellement tellement fortement que ça ne faisait qu'amplifier l'amour que je ressentais en moi. Donc ça passait par l'ouïe, le toucher avec lui, un simple effleurement, une caresse sur le bras, quelque chose de très anodin, me mettait dans des états de transe, d'extase, mais incroyable. Un regard, l'intensité du regard, bon, on retrouve ça finalement dans le tantra. Je ne le savais pas moi à l'époque, hein. J'étais dans cet état, je vous parle là vraiment de l'état que j'ai vécu entre le début et la fin de cette expérience. Là, je suis en plein dans l'expérience que je vis. Donc, assez fou. Euh, un soir, il vient me voir, on s'enlace dans les bras, comme ça, il met sa tempe contre la mienne, et là, on part dans un espace-temps, je ne sais pas lequel, une dimension autre. On n'était plus ici, on était ailleurs. On n'était plus... c'est une autre dimension, c'est pas la 3D, c'en est une autre. On était c'était un fond noir avec des taches de couleurs. Je me souviens du rose, du violet, du jaune, de l'orange, de l'indigo, du turquoise, du bleu, toutes les couleurs. Au centre desquelles il y avait comme une... Enfin, c'est pas comme... Il y avait une rivière qui coulait, bleue. Et j'étais une petite fille toute blonde. Et lui, c'était un petit garçon tout blond. On était bouclés. C'était drôle. On était tout nus, on se tenait par la main et on marchait dans ce jardin. J'ai toujours considéré ça, je me suis toujours référée à un jardin d'Éden. Parce qu'en fait, d'Éden, parce que c'était assorti d'une paix et d'un sentiment d'éternité inébranlable. J'ai touché du doigt l'éternité. J'ai un jour dans ma vie perçu ce qu'est l'éternité. C'est quelque chose de... Du coup, l'éternité, quand on est dans l'éternité, on n'est plus dans la dualité. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus le temps qui passe. Il n'y a plus... Et du coup, ça a permis une paix incroyable. Donc une paix. Donc on était là-dedans, dans cet espace que je pourrais considérer, pour essayer de trouver une image à laquelle se référer, à quelque chose qui pourrait ressembler à un jardin d'Éden, assorti d'une paix, d'un sentiment d'éternité et d'un amour. L'amour était toujours là. Euh, Inébranlable, incroyable. Toujours pareil, d'une rare puissance, d'une rare beauté, quelque chose de magnificent, de tellement beau, tellement puissant, tellement intense, tellement... Waouh, c'était incroyable. Et j'ai senti en fait pendant ce moment où on était dans cet espace-là, je sais pas combien de temps ça a duré, je dirais que je sais pas en fait, ça a dû durer, j'en sais rien, quelques dizaines de secondes, peut-être une minute, peut-être plus en fait, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce que quand on était dans cet espace-là, il y avait vraiment cette notion d'éternité. Mais après, on est quand même vite revenu à nous. Et j'ai senti pendant ce moment, tout ce moment où j'étais dans cet espace, que j'étais reliée à mon corps par un fil de lumière. Comme un fil d'argent. Mais c'était plus comme quelque chose de lumineux qui me permettait de garder le lien avec mon corps physique. Parce que j'étais plus dans mon corps. J'ai fait un voyage astral, une décorporation. Je sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est ce genre d'expérience qu'on a faite, lui et moi. Donc il s'est retiré, on est revenu à nos corps respectifs. Ma première question a été de le regarder et de lui dire où est-ce que tu étais. Il me dit bah écoute, je sais pas où toi t'étais, mais tu vas pas me croire, c'était comme un fond noir, des couleurs, des taches de couleurs partout, une rivière. On était deux petits enfants qui se tenaient par la main et on a arpenté cet espace. Il me dit j'ai senti une paix, un amour mais, incroyable quoi. Et lui, il a commencé à flipper, en fait. Il a pris peur parce que, ben, en fait, il n'était pas dans cette expérience d'unité, d'éveil, d'ouverture. C'est moi qui étais dans cette expérience-là. J'ai compris là aussi, bien plus tard, que, que notre corps est fait d'énergie à 99,99%.
Il y a des atomes dans tout ça, mais à part ça, beaucoup d'énergie, et que l'énergie, c'est de l'information. Et je pense, de par la proximité de nos tempes, qu'il y a eu un échange d'informations entre lui et moi, et que j'ai certainement, sans le vouloir, transmis en fait cette énergie à Yovan. Il n'y a que comme ça en fait que je peux me l'expliquer. Je ne me l'explique pas autrement. Les jours suivent. Un soir, je rentre chez moi. Je suis restée quand même dans cet état-là. Faut le savoir, ça a duré longtemps, une bonne dizaine de jours. Si c'est pas un peu plus 12 ou 13 jours. C'était incroyable. Ça a duré vraiment très longtemps et il y a eu des paliers comme ça. Un soir, quelques jours après, en fait, je rentre chez moi et toute la nuit, j'ai eu comme des flashs devant les yeux qui défilaient. Comme des pellicules photos à l'époque des argentiques, là on avait des pellicules marron avec qui étaient poinçonnées au-dessus en dessous comme les films, la bobine d'un film en fait. Donc j'avais une bobine de film qui me défilait comme ça sous les yeux, avec à chaque fois, à chaque image, un flash, une image mais très claire hein, qui m'apparaissait comme ça, qui venait. Et je sais pas, peut-être toutes les 2-3 secondes, un flash comme ça. Ça a duré une nuit entière. Ouais, je sais pas, toutes les secondes, peut-être pas. Toutes les 2 3 4 secondes, 5 secondes. Enfin, ouais. J'ai eu un flot d'informations incroyable. D'informations pas mal sur Yovan, qui se sont révélées être vraies, dont j'avais pas connaissance, je ne pouvais pas savoir ça. Donc j'en ai parlé, il m'a dit qu'en effet c'était vrai, qu'il comprenait pas, qu'il hallucinait comment j'ai pu avoir accès à ce genre de choses. J'ai vu, je me souviens d'une image qui m'a marquée où j'ai vu des femmes en jupon en train de labourer les champs avec des bœufs tenus par un bout de bois, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, je crois que j'ai contacté des mémoires anciennes en fait de ma lignée, mais très lointaine. Ouais. En tout cas, ce qui a été flippant, c'est que ça devait être un nettoyage énergétique karmique. C'est comme ça que je me le suis expliqué plusieurs années après. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai commencé forcément à avoir peur parce que le simple fait de demander à ce que ça s'arrête, faire rentrer ma conscience dans le programme en disant bon, maintenant stop, ma simple conscience, le simple fait de demander à ce que ça s'arrête, à dire maintenant stop, t'arrêtes, prends un bouquin, lis quelque chose, bois un verre d'eau, regarde la télé, écoute une émission de radio, rien ne pouvait mettre un terme à cette expérience. Donc quand ça vous dure plusieurs heures, c'est-à-dire une nuit entière, c'est-à-dire 6 ou 7 heures, ça a dû durer. Je peux vous dire qu'à un moment, vous commencez à perdre pied, à avoir peur, et vous là, vous dites, je suis en train de devenir dingue, je deviens folle, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le simple fait de vouloir y mettre un terme ne suffisait pas à y mettre un terme. Je sais pas, quand vous avez une pensée, vous pouvez très bien, vous êtes conscient, vous dites, non, c'est bon, je pense à autre chose. Non, mais là, en fait, non, il faut que ça s'arrête, stop, je pense à un autre truc, je vais faire ça. Non, ça continue, c'était au-delà de ma volonté, en fait. Ça finit par s'arrêter au bout d'une nuit entière. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à sentir un feu, enfin une énergie folle, dingue à l'intérieur de moi. Un truc vrombissant comme ça. J'avais l'impression que ça pouvait péter pour le plus grand danger des personnes qui seraient dans mon entourage proche, géographique j'entends, qui seraient à côté de moi. Et là j'ai commencé à flipper, à me dire waouh, c'est pas normal, t'es en train de vivre un truc de barjot, et qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. J'ai commencé à avoir peur, ouais. Et quelques jours après, je rentre chez moi un soir, j'allume la lumière, on rentrait directement dans le salon, j'allume la lumière du salon, l'ampoule explose. C'est pas que l'ampoule grille, non, c'est que le verre de l'ampoule explose, il y avait du verre par terre. Ok, j'étais une énergie à l'intérieur délirante, gigantesque, atomique, je vous dis, un truc de barjot. Je vais dans la salle à manger, j'allume la lumière, enfin c'était la cuisine, salle à manger, j'allume la lumière, l'ampoule explose.
donc du verre par terre, elle explose clairement, très clairement, littéralement parlant. Je vais dans la salle de bain, j'allume l'interrupteur, l'ampoule explose. Je vais dans ma chambre, j'allume, l'ampoule explose. Plus de lumière chez moi. Une énergie de barjo. Un truc de dingue. J'étais là, mais ça va me péter quelque chose dans le cerveau, c'est pas possible. Je maîtrisais plus rien, je ne savais pas ce qui se passait. Là, j'ai flippé, très clairement, j'ai eu peur. Et je me souviens avoir prié la Vierge de, comment dire, d'éducation judéo-chrétienne. J'avais pas d'autres références. Bien que, à partir de l'âge de 15 ans, j'avais lu Krishnamurti et je m'étais déjà beaucoup intéressée au bouddhisme pour en avoir lu pas mal. Donc très tôt, en fait, je me suis intéressée aux spiritualités. Mais, mais là, je comprenais pas ce qui se passait. Je m'y intéressais, mais j'avais pas de pratique de yoga ou de méditation. Si ce n'est cette bougie où au début de l'expérience, je prenais la lumière, ça insufflait une lumière à l'intérieur de moi et j'expulsais la fumée noire, qui peut être une pratique en soi. Mais c'est pas, je ne l'ai pas fait consciemment en fait. Ça m'a appelé, j'ai eu envie de faire ça de façon intuitive et spontanée. Mais bon, tout ça pour dire que j'avais aucune pratique méditative ou de yoga ou quoi que ce soit. Donc je m'en suis référée à ce que je connais, à la Vierge. J'ai prié le féminin. Et par la suite, on verra que le tantra est une voie féminine. C'est d'autant plus drôle. J'ai prié le féminin. J'ai été pleine de gratitude pour l'amour que j'ai vécu. J'étais pleine de... Ouais, une profonde gratitude. Je me souviens avoir remercié d'avoir vécu une telle expérience du plus profond de mon être, de mon corps, de mon cœur, de mon corps, de mon âme. J'étais mais en pleine gratitude, vraiment une reconnaissance totale de ce que j'avais vécu. J'étais là, mais merci, merci, merci infiniment pour cette grâce, pour cette beauté, pour cette chose que j'ai beaucoup de mal à décrire encore aujourd'hui. Mais je ne suis pas en état d'accueillir ça. Je ne suis pas en capacité de vivre dans ces énergies-là parce qu'en fait, ça me déconnecte complètement de la réalité. Je suis plus ici, je suis plus maintenant, je vois plus l'intérêt d'aller en cours, je vois plus l'intérêt d'aller faire mes courses, je vois plus l'intérêt d'aller d'un point à un autre, puisque tout est là, tout est ici. L'amour que j'étais, qui était en moi, bah, je l'avais là, à cet endroit-là. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi aller faire mes courses? Pourquoi me nourrir? Je me nourrissais du prana. J'exagère, je mangeais quand même, mais voilà, c'est que ça vous fait vraiment perdre pied avec l'incarnation, avec la réalité, avec le concret, quoi, le matériel, ici et là. Hein. J'étais plus du tout. Donc j'ai eu peur, j'ai remercié la Vierge, j'ai prié profondément, j'ai fait un salut Marie, un Dieu le Père, j'ai beaucoup parlé, pleine de gratitude, de reconnaissance, d'amour infini, de remerciements, et j'ai demandé à ce que ça me quitte. J'étais beaucoup trop jeune, je me souviens de mes mots, hein, je suis beaucoup trop jeune, je ne peux pas accueillir une telle énergie, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça me fait peur. J'ai encore ma vie à faire, j'ai toute la vie devant moi, il faut absolument que je puisse me réaliser, construire ma vie. Et je ne peux pas accueillir ça. J'en suis pas dans la capacité, je m'en excuse, mais c'est pas possible. Et j'ai demandé à ce que ça me quitte doucement, ça je m'en souviens, j'ai demandé vraiment à ce que ça parte de moi le plus doucement possible, le plus gentiment. C'est pas que c'était méchant, mais le plus doucement. Ouais, c'était vraiment ça, de la façon la plus douce possible. Et je me suis mise en position de fétale. J'ai appris bien après que les positions fétales permettent de calmer les montées de Kundalini. Je me suis mise en position fétale et là j'ai senti l'énergie partir de ma colonne, passer de ma colonne vertébrale à mes différents corps éthériques subtils. En fait, en plusieurs étapes comme ça, plusieurs fois. C'est vraiment sur un plan énergétique subtil ce que j'ai perçu. Comme si on éloignait deux aimants entre eux. Plus on les éloigne, moins ils se... jusqu'à jusqu'au moment où c'est parti. Et voilà, la fin de l'expérience. De loin, la plus belle chose qui me soit arrivée, alors avec mon enfant, bien évidemment, sans commune mesure, mais là aussi, c'est pas des expériences qui se, comment dire, qui peuvent se comparer, parce que
pas du tout comparable devenir mère et connaître ce genre d'expérience spirituelle, voire même carrément très mystique. Mais voilà, ça fait partie, avec la naissance de mon fils, des plus belles choses que j'ai vécues, de la plus belle chose que j'ai vécue avec la naissance de mon enfant. Encore une fois, c'est pas comparable, mais voilà, euh, incroyable, un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Alors bien évidemment, ça laisse des traces, à savoir une grande frustration des années qui ont suivi de ne plus être en capacité de revivre une telle expérience, mais on en garde la trace énergétique, le souvenir, on en garde la saveur, on en garde le... Ouais, ça laisse une trace, je ne saurais pas dire laquelle précisément. À l'époque, il n'y avait pas tous les énergéticiens qu'on voit au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas ouais, tous les médiums, tous les travailleurs de conscience, de lumière, comme j'aime les appeler, les masseurs qu'on peut voir, les personnes qui travaillent avec l'énergie et qui sont dans la spiritualité, il n'y avait pas encore tout ça. Je me souviens qu'à Lille, à l'époque, avec mon amie Eve, on allait de temps en temps dans un immeuble à Lille où il y avait des moines bouddhistes qui invitaient à la méditation un soir dans la semaine, je ne sais plus lequel. Donc voilà, mais j'étais pas prête à aller les voir, à leur expliquer ça. Alors j'aurais pu finalement, ils m'auraient certainement aidé à comprendre ce que j'avais vécu. Mais j'osais pas, je me disais on va me prendre pour une folle, j'osais pas témoigner en fait. J'avais tellement peur du regard de l'autre et qu'on ne me croie pas, alors que c'était tellement beau, c'était une telle vérité, une telle beauté, ouais, j'ai pas de mots pour définir encore une fois. J'avais tellement peur qu'on réduise cette expérience à quelque chose d'insensé, de fou, d'irraisonné, de pas sérieux, d'original, de la pauvre, elle est perchée, elle sait pas trop ce qu'elle dit, elle est rigolote, elle est marrante, ou elle est paumée, elle est perdue, ou elle est folle, ou elle raconte elle est mythomane, ou elle raconte un truc pour se rendre intéressante. J'avais tellement peur de tout ça, je voulais tellement pas que cette expérience puisse être salie en fait, que j'ai beaucoup gardé pour moi. Et les quelques rares personnes à qui j'en ai parlé autour de moi, en qui j'avais une pleine totale confiance absolue, j'ai bien vu que, bon, sans même qu'il y ait un jugement verbal assumé et clairement dit, qu'à l'intérieur, ça résonnait pas, quoi. J'ai bien senti que, bon, ça passait là, ça ressortait là. Oui, Claire, tu devais être fatiguée. Bon, du coup, j'ai arrêté. Et puis, au bout d'un an, parce que quand même, ça me troublait, je suis allée à la Fnac, mort de rire, à la Fnac. Qui aurait eu l'idée d'aller à la Fnac? Mais j'avais pas d'autres références, je voyais pas comment faire autrement. Je me suis dit, tiens, t'as qu'à aller à la Fnac au rayon spiritualité. Après tout, c'est pas plus bête qu'autre chose. Et puis tu demanderas à la personne qui s'occupe du rayon si à tout hasard elle connaît pas des livres parlant d'un amour amoureux qui se transforme en un amour beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand et beaucoup plus rayonnant, en un amour divin, clairement. C'est les termes que j'ai employés d'ailleurs. Et quand j'ai dit ça à la fille, elle m'a regardé avec un grand sourire, des grands yeux, j'étais là, waouh, enfin une qui comprend de quoi je parle. Ok, donc je l'ai suivie, elle m'a amenée au rayon tantra. Et là, j'ai dévalisé, j'ai dévoré, j'ai lu et j'ai compris en effet que l'amour amoureux a cette capacité de nous amener à des espaces, dans des espaces beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands, euh, de béatitude et de divin en fait, d'unité et d'ouverture. L'unité, ça va bien parce qu'on a vraiment dans ces expériences-là ce sentiment, c'est même pas un sentiment, c'est un état d'unité. On est unifié à l'intérieur, à l'extérieur, tout ne fait qu'un en fait, il n'y a plus de dualité, de bien, de mal, de il faut pas, de... Non, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est le terme que j'emploierai, unité, parce qu'on n'est plus dans cette dualité, ou d'ouverture, comme si on ouvrait un rideau, comme s'il y avait un mur derrière nous et que le mur s'ouvre et qu'on voit quelque chose apparaître. Donc une ouverture, une unité, un éveil, une illumination pour comprendre précisément de quoi on parle, parce qu'il est question de ça. Bien que ce soit un terme qui est devenu, je crois, je sais pas si c'est devenu péjoratif, mais
Souvent, quand on dit c'est une illuminée ou un illuminé, bon, c'est quelqu'un qui a vu la lumière et qui a plus trop ses idées et qui sait plus trop de quoi il ou elle parle. Mais bon, vraiment, c'est le terme littéral employé, une illumination, quoi. Voilà l'expérience que j'ai vécue. Alors, ensuite, Bertrand est revenu du Népal. Yovan, cette relation s'est arrêtée là où elle a dû s'arrêter, c'est-à-dire après cette expérience de jardin d'Éden, de petite fille, de petit garçon, les flashs que j'ai eus et toutes ces informations que j'ai eues pour lui, à son sujet. Il y avait vraiment un amour très fort, mais il me disait, tu attends le retour de Bertrand et je peux pas t'empêcher de vivre cette relation, tu as quelque chose à vivre avec lui. En effet, Bertrand est rentré quelques mois plus tard du Népal, on a vécu une grande histoire d'amour qui a duré plusieurs années, 7 ans, avant que je ne le quitte pour différentes raisons. Euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui m'a permis d'aller à ma rencontre et à qui j'ai permis aussi de se réaliser dans la vie. Yovan, on est toujours resté en contact, alors qu'on a eu le besoin de se revoir 10 ans après cette expérience. Ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu, donc il y a 10 ans, on s'est revus. Bon, et l'énergie n'était plus là, ça avait disparu, et depuis on est toujours en contact. Alors, on s'écrit pas souvent, on a dû s'échanger quelques messages sur Messenger il y a 2 ans à peu près, et ça devait faire 5, 6 ou 7 ans qu'on s'était pas écrit. On est en contact, pas en contact, j'ai son lien sur les réseaux sociaux et réciproquement. Voilà, j'ai eu un message dernièrement, mais très factuel, qui était sur un groupe WhatsApp, bon, juste pour dire que voilà, le lien n'est pas coupé, le contact est toujours là, mais on n'est pas en lien réel, on se voit pas, on discute pas, on partage pas, mais il y a toujours une part de nous, et il me l'a dit les dernières fois où on s'était écrit, qui restera gravé à l'intérieur, parce que c'est le genre d'expérience qu'on n'efface pas, évidemment. Voilà ce que c'est. Je trouvais intéressant justement de pouvoir parler de ça et d'expliquer un peu plus en détail, un peu plus en profondeur ces expériences d'unité, d'éveil sauvage, accidentel, spontané, d'ouverture, d'unité, d'éveil. Mais éveil, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce terme parce que tout de suite on croit que parce qu'on a vécu un éveil, on est un être éveillé, mais en fait non. On est éveillé quand on est dans cet espace-là, entre le début de l'expérience et la fin de l'expérience. Là, on a un sage. Mais ça n'a rien de présomptueux. Hein, c'est pas du tout, je sais pas, un faire-valoir ou ça n'a rien d'autant. Je trouve pas le terme exact. Vous avez compris de quoi je veux parler. C'est pas prétentieux, voilà. C'est juste un état, en fait, un état de fait. Quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes unité, éveil, ouverture, divin, absolu, sagesse. Oui, on est un bodhisattva, mais dans cet espace-là. Après, l'ego revient. C'est juste que dans cet espace-là, l'ego, il disparaît. Il est plus là. Il se fait tout petit, je ne sais pas où il est. Moi, je ne l'ai pas senti face à cette grandeur, cette magnificence. Donc avant l'expérience, on est ego. Pendant l'expérience, il n'y a plus d'ego. Et après l'expérience, l'ego revient. Coucou, je suis là, je t'ai pas oublié. Et oui. Donc l'ego, il est là. Et je ne suis pas un sage, je ne suis pas un être pleinement accompli. C'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que ça fait de moi à présent un bodhisattva, un sage, une yogini ou un Bouddha ou un être éveillé. Non, je tiens à préciser que non, j'aimerais bien, mais non, c'est pas le cas. Ça fait juste de moi une personne qui a vécu cet état-là, à un moment défini et précis dans ma vie. Voilà, alors on en regarde une grande frustration, je ne vous cache pas avoir gardé une très très grande frustration de ça, parce que c'est d'une telle beauté, il n'y a rien dans ce qu'on connaît qui puisse se référer à une telle expérience. Rien dans le concret, dans l'humain, dans l'expérience humaine peut se référer à ce type d'expérience. Ça n'a rien d'humain en fait. Hein, ça n'a rien d'humain.
Donc forcément, on n'a qu'une envie, c'est de regoûter à ça. On a juste envie, c'est de rebaigner dans cet amour, dans cette immensité, dans cette plénitude, dans cette paix inébranlable, dans cette joie. J'ai été accompagnée d'une joie, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais incroyable, une joie. Comme si tout coulait, tout était fluide, tout était ok, et que ça serait comme ça tout le temps, et que hélas non, ça n'a pas duré. Mais j'ai mis un terme aussi, mais je n'étais pas en capacité de vivre ça plus longtemps. Donc forcément, on a envie de se reconnecter à ça. Et pendant très longtemps, je me suis posé plein de questions, à savoir, est-ce qu'il existe des êtres qui arrivent à vivre dans ces états de conscience, à vivre incarnés dans leur incarnation terrestre, physique, tout en étant dans une autre dimension ni sur un plan énergétique. Je vois pas comment c'est possible. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je sais qu'il y a Mahananda Moy et euh, c'est qui cet autre grand sage indien, Sri Aurobindo ou Sri Maharshi, oui, qui ont vécu leur vie dans ces extases spirituelles. Sri Maharshi, j'espère que je le prononce bien, et Mahananda Moy, qui était une femme vénérée en Inde et qui était la sagesse, la bonté incarnée en fait, qui vivait vraiment cette grâce au quotidien. Ouais, j'ai envie de dire chapeau, je sais pas comment elle a fait, comment elle a pu. Mais moi, avec le recul, je me suis dit que j'avais certainement nettoyé des mémoires où j'ai eu un moment où il y a eu, à partir du moment où il y a eu les flashs, je me suis dit là, t'es en train de. Enfin, sur le moment, j'ai pas compris ce qui se passait, c'est après, en ayant eu les lectures que j'ai eues, en ayant eu plus d'expérience de vie, de réflexion, de rencontres aussi que j'ai pu faire par la suite, avec qui j'ai échangé sur ces sujets-là, j'ai fini par maturer l'expérience et la comprendre un peu mieux en me disant peut-être que... je sais plus ce que je voulais dire. Peut-être que... je sais plus. Ah oui, pourquoi j'arrive plus à vivre ça? Parce que j'ai nettoyé beaucoup. Et que c'est peut-être ces nettoyages énergétiques qui ont fait remonter à ma conscience des peurs ou des mémoires ancestrales ou des choses qui me retenaient ici, qui m'ont fait peur en fait. Hein. C'est le miroir en fait. Et du coup j'ai eu peur et j'ai voulu mettre un terme à ça. Peut-être que si j'avais passé ce cap de transmuter mes peurs en lumière et d'avoir cette capacité psychique, énergétique, de me confronter à elles pour les dissoudre dans la lumière, peut-être que j'aurais pu rester dans cet état-là, je sais pas. Je pense que dans ces états d'éveil, d'ouverture, il y a un moment où, où ça switch un peu de l'autre côté, où forcément il y a un nettoyage qui se fait. Et d'ailleurs, dans beaucoup de livres que j'ai lus, on dit souvent que, notamment, on parle de chevaucher le tigre en tantra, dans le Dzogchen, je crois que c'est chevaucher le tigre, il me semble que c'est dans le Dzogchen ou dans une des voies tantriques indiennes, je sais plus. Dompter le tigre ou le chevaucher, je sais plus. Ou alors on parle aussi de traverser la rivière. On est dans cette expérience et à un moment il y a la rivière à traverser pour de l'autre côté retrouver le chemin et le sage nous attend de l'autre côté. C'est une métaphore pour dire qu'il y a un moment tu vas avoir un torrent à traverser et si tu arrives à le traverser, tu iras au-delà. Il y a beaucoup de traditions indiennes aussi qui disent que ces états d'éveil ont besoin d'être accompagnés par un maître. Et c'est en ça que je parle pour ma part d'éveil sauvage, spontané, c'est que j'ai pas eu un maître qui m'a accompagné pour me permettre de dépasser, de transmuter ces mémoires karmiques et ces peurs, quoi. Donc voilà, mais tout ça, je l'ai compris bien après, parce que forcément, ça pose question, une telle expérience, et ça m'a poussé à me documenter de façon assez poussée sur ces états de conscience et sur pourquoi, comment, en fait. Voilà. Et à ce sujet-là, je ferai une autre vidéo. Enfin, il y a une autre vidéo sur ma chaîne ou si elle n'est pas encore, je vais la poster bientôt, sur le tantra, le tantrisme, qui finalement est très mal compris en Occident et souvent très connoté, très connoté sexe, érotisme,
tellement réducteur, ça me fait de la peine. Le tantrisme, le tantra, ouais, qui pour moi est une voie pour laquelle je me passionne depuis une vingtaine d'années. Je ne suis pas dans cette voie par hasard. C'est pas parce que c'est à la mode. Moi, il y a 20 ans, j'étais déjà dedans, c'était pas à la mode, on n'en entendait pas parler. Là, je me rends compte que ça prend de plus en plus d'essor et il y a quelque chose qui me pousse en fait à rendre au tantra la noblesse qui lui revient et arrêter en fait de l'occidentaliser comme on le fait au travers de, de quêtes érotico-spiritualo, je sais pas trop quoi. Il y a beaucoup d'agitation mentale et pas que, physique aussi, si vous voyez de quoi je veux parler, autour du tantra. Je vois pas ce que le tantra a à voir ou à faire avec un orgasme génital. Je vois pas ce que le tantra a à faire avec un massage dit du lingam, qui est un joli terme pour dire masturbation en fait. C'est plus élégant de dire un massage du lingam que de parler de masturbation, et pourtant les questions de la même chose à mon sens. Donc voilà, on cherche à tromper un peu le monde avec ça, et je pense qu'on est dans un Occident malmené sexuellement et qui est malade sexuellement. C'est même pas qu'il est malmené, il l'est aussi, mais il est aussi surtout malade sexuellement, parce qu'il est empreint par des millénaires de judéo-christianisme qui n'ont fait que bannir le corps, bannir les sens, l'éveil des sens, la sensualité, le rapport homme-femme qui finalement ne doit être que à des fins de reproduction, alors que pour moi, l'homme et la femme qui s'unissent en totale conscience, assortis d'un amour magnifique, si l'un et l'autre ont cette conscience de revenir à leur centre, alors ils ont cette capacité d'éveiller en eux l'unité et de retrouver l'unité originelle. Voilà, donc j'ai envie maintenant, et quelque chose me pousse vraiment à en parler, à faire part de mon expérience, pas à des fins personnelles, prétentieuses ou de... Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis juste là en fait pour faire part de mon expérience parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu ces états d'ouverture et de conscience et que ce sera intéressant en fait d'échanger, de parler pour aider les personnes qui vont être amenées elles aussi à vivre ces états d'ouverture, d'unité, à comprendre ce qui leur arrive, à ne pas en avoir peur et à savoir que voilà, il y a d'autres personnes. Moi à l'époque c'est ce qui m'a manqué en fait quand j'ai vécu ça. J'aurais adoré pouvoir avoir ce média tel que YouTube ou les autres réseaux sociaux qui ont cette capacité quand même de nous mettre en lien les uns les autres, et donc ça m'aurait bien plu, ouais. Pardon, je pense que ça peut aider et c'était le but en fait de cette vidéo. Donc voilà, je parle de cette expérience dans mon livre Asie soit-il, que j'ai écrit il y a longtemps déjà, en 2009, en 2010 il est sorti. Pas dire de bêtises. C'est pareil, j'en ai jamais fait déposer le 14 septembre 2010. Ouais, c'est ça. 14 ans déjà, mon Dieu. J'en ai jamais fait la promo parce que, bon voilà, mais c'est un livre en fait qui parle de... Le voyage est un retour vers l'essentiel, qui parle de cette expérience et qui fait aussi, qui a contribué au fait que 10 ans après avoir vécu cette expérience, un peu moins d'ailleurs, 7 ans après, je suis partie en Asie pendant un an, un peu plus d'un an, en 14 mois, autour de l'Asie du Sud-Est. Et j'ai fait un voyage merveilleux en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Chine, en Indonésie. Et ce voyage m'a poussée à apprendre l'art de masser, donc j'ai appris à être masseuse dans ces pays-là. Et j'ai eu envie de parler de cette expérience de voyage au travers de ce livre, qui a été une expérience magnifique d'écriture. En fait, c'est un livre qui me fait grandement penser à, je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu, Mange, prie, aime, qui avait été écrit par Elisabeth Gilbert à l'époque. Et ce livre était sorti quelques mois avant que je termine l'écriture du mien.
il était déjà quasiment fini d'écrire et elle venait de le sortir. Et c'est exactement ça en fait. C'est en Asie et c'est pour ça que ça s'appelle Asie soit-il, en réponse au Inch'Allah islamique, à l'Ainsi soit-il chrétien. Ça a été vraiment pour moi une renaissance, une envie de vivre en fonction de ce qui me portait réellement, de ce qui était important pour moi, d'être en accord avec mes valeurs. Et du coup, on voyait tout balader. J'ai quitté mon boulot, mon job à Paris à l'époque que je supportais plus, ma relation avec Bertrand qui avait perdu tout son sens et qui était devenue beaucoup trop euh, douloureuse pour moi. Plus rien n'avait de sens en fait. C'était devenu vraiment compliqué. Paris, j'avais aucun plaisir à y vivre. C'était un ras-le-bol total général. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Je me suis dit, bah, pars en Asie. Parce que j'avais déjà voyagé et je savais que l'Asie, pour une fille seule, c'était OK. Donc je suis partie en Asie, j'ai pris un aller simple. Je m'étais donné la possibilité de peut-être jamais rentrer en fonction des rencontres et des opportunités que j'aurais faites lors de mon voyage et qui se seraient ouvertes à moi. Puis en fait, un beau jour, j'ai quand même décidé de rentrer en France et j'ai publié ce livre. Et c'est vrai qu'il est toujours resté dans l'ombre. J'en ai jamais trop parlé. J'ai jamais trop voulu faire de publicité ou quoi. Puis finalement, je me dis que c'est dommage, c'est bête parce que ça peut peut-être intéresser des gens. Et puis ça fait voyager parce que c'est plein d'aventures. On traverse le Cambodge, on traverse le Laos, des paysages magnifiques et plein d'aventures, de réflexions sur la vie, sur soi, sur le monde, c'est aussi très très léger, il y a plein de passages humoristiques, de blagues, Voilà, en tout cas ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le présenter et d'assumer pleinement le fait que j'ai écrit ce livre et que c'était une fabuleuse expérience. Voilà, et donc ça c'est un arbre avec les racines et les papillons qui correspondent aux feuilles de l'arbre et qui sont amenés à s'envoler puisque le livre se décompose en 3 volumes ou 4, je ne sais plus, le papillon, donc du papillon, la chenille, la chrysalide, le papillon. Voilà le principe de renaissance. Et donc c'est en Asie que ma renaissance a eu lieu. Et donc voilà, c'est Asie soit-il. On le trouve sur euh, Amazon peut-être. Je sais plus. En tout cas, vous le trouverez sur lulu.com, lulu.com. Et tout ça, je vous le mets en barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui concernait les états d'unité et d'ouverture spirituelle. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et très prochainement, je vous ferai d'autres vidéos sur le féminin, masculin sacré, sur le tantra, la relation amoureuse et la sexualité sacrée, sur les différents types de massages, de stages que je propose, sur la résilience, sur les relations toxiques, les parcours d'âme aussi. Voilà, sur toutes ces jolies choses intéressantes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, ciao!